Merci beaucoup et bonjour. C'est un grand plaisir de vous rejoindre pour parler du Bureau de l'Ombudsman des patients. Je tiens à remercier Jacinthe Dessonnier de nous avoir invités à être ici aujourd'hui. Le Bureau de l'Ombudsman des patients est nouveau. Nous avons ouvert nos portes au public en juillet 2016 et nous avons appris que beaucoup des Franco-Ontariens ont du mal à accéder aux services de santé en français. Cela a un impact significatif sur la qualité des soins fournis, particulièrement dans le domaine de la santé mentale où une communication efficace est essentielle. Nous espérons que notre bureau pourra vous aider de deux façons. L'un est d'aider les patients individuels à obtenir les services de santé qui sont linguistiquement et culturellement appropriés. Mais nous espérons aussi qu'en travaillant avec nous et le réseau, nous pourrons persuader les décideurs de politique à emmener des changements systématiques à notre système de santé pour assurer un accès équitable pour tous. Merci beaucoup pour l'invitation de vous rejoindre. Maintenant, je veux demander à ma collègue Marie-Claire de parler de notre bureau et notre processus de résolution des plaintes des patients. Marie-Claire? Merci beaucoup, Christine. Bonjour encore une fois à tout le monde et j'aimerais faire une petite correction. Quand Madame nous présentait, elle a dit que j'étais directrice de la condition féminine. Non, c'était peut-être une erreur de frappe. J'étais, comment on appelle ça? J'étais la conseillère principale en programme pour la section francophone, pour tous les organismes francophones qui travaillent dans le domaine de la violence faite aux femmes et la violence sexuelle. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Rapidement, j'aimerais partager avec vous cet après-midi le parcours du Bureau de l'Ombudsman des patients. Comme Christine l'a dit, on a commencé... je ne vois pas la manette. Oh, elle est là. Alors, comme Christine l'a dit, nous avons ouvert nos portes au public en juillet 2016. Mais avant ça, je veux juste vous parler un peu comment notre bureau a été créé. Alors, nous avons la ligne de temps ici. En 2010, il y a eu la loi sur l'excellence des soins pour tous, mais en ce moment-là, la loi ne prévoyait pas le rôle de l'ombudsman des patients. Alors, en 2014, le projet de loi 8 a fait des modifications et ils ont ajouté ou ils ont créé le rôle de l'ombudsman des patients. En décembre 2015, comme Madame l'avait indiqué, Christine a été désignée comme la première ombudsman des patients en Ontario. Et une fois qu'elle est entrée en fonction, elle a conduit des consultations à travers toute l'Ontario pour savoir qu'est-ce que la population de l'Ontario voulait de l'ombudsman des patients, qu'est-ce qu'ils attendaient de l'ombudsman des patients, qu'est-ce qu'ils voulaient que l'ombudsman des patients représente. Alors, pendant ce temps-là, il y avait d'autres membres du personnel qui étaient aussi déjà embauchés, qui travaillaient à embaucher tout le personnel du bureau. Un peu plus loin, je parlerai en détail de qu'est-ce que les consultations nous ont donné comme information qui a aidé à formuler comment notre bureau fonctionne. Alors, au mois de juillet, on a ouvert les portes et aujourd'hui, en mai 2017, nous avons reçu environ 1500 plaintes qui ont été soumises à notre bureau. C'est pour dire que nous sommes réellement occupés. Ouais. Alors voilà, pour revenir aux consultations, Christine a voyagé à travers l'Ontario, particulièrement à Thunder Bay, à Ottawa, à Toronto et à London, où elle a fait des consultations en personne. Et ces consultations étaient bilingues, en français et en anglais.
Et en plus de cela, il y a eu aussi un sondage qui a été fait en ligne et il y a eu environ 600 participants qui ont répondu à ce sondage en ligne. D'une façon générale, qu'est-ce que les participants ont dit à l'Ombudsman des patients? Ils ont expliqué ce qu'ils voulaient que nous représentions. Ils voulaient que nous soyons un pont entre le patient ou les résidents dans les foyers de soins de longue durée et les organismes qui donnent les services de santé en Ontario. Les participants ont aussi informé Christine de qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on ait, quel genre de service qu'ils voulaient qu'on offre. Ils ont dit principalement qu'ils ne voulaient pas appeler, par exemple, et avoir un répondeur qui leur dit appuyez sur le 1, appuyez sur le 2. Ils ont dit, nous voulons avoir une personne à qui parler. J'aimerais appeler et avoir quelqu'un à qui je peux parler et expliquer mon problème. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et tous les participants qui ont répondu au sondage ou qui ont participé aux consultations en personne le faisaient à titre individuel. Parmi eux, il y avait des patients ou des anciens patients. Il y avait des soignants, des personnes qui aident les patients. Il y avait aussi des professionnels de la santé. Donc, c'était vraiment un mélange. Au cas où vous vous demandez, par exemple, où est-ce que nous avons trouvé ces participants, nous n'avons pas un groupe de consultation à nous-mêmes, mais nous avons travaillé avec les autres organismes qui ont déjà des groupes de patients ou des groupes consultatifs qui nous ont aidés à trouver les participants pour ces consultations. Je vais un peu rentrer en arrière pour illustrer quelque chose. Dans le cercle 1, 2, 3, 4, 5, le 5e cercle représente notre logo. Et ce logo a été design avec la rétroaction que nous avons reçue des participants aux consultations. La couleur bleue représente les institutions de santé. La couleur jaune représente les patients et l'espoir et leur voix, et la couleur verte représente l'espoir, c'est-à-dire l'espoir qu'ils ont que l'Ombudsman des patients va représenter leur voix et amener cette voix-là aux gens qui prennent les décisions pour que nous puissions améliorer notre système de santé. Alors, les participants aux consultations et aux sondages nous ont dit qu'ils voudraient que l'Ombudsman des patients soit respectueux, qu'il soit fiable, c'est-à-dire quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, qu'elle le fasse, qu'il démontre de l'empathie et qu'elle soit équitable. Alors, comment nous vivons ces valeurs? Dans notre travail quotidien, nous faisons un effort pour démontrer ces valeurs dans la façon que nous répondons aux gens. Les gens qui sont en première ligne, nous avons 5 membres du personnel qui sont des spécialistes en résolution de conflits, et ce qu'ils essayent de faire, c'est de passer du temps à écouter les patients. Et ce n'est pas inhabituel parfois que quelqu'un passe 1 heure ou 2 heures au téléphone avec quelqu'un qui appelle pour écouter leurs problèmes. Parfois, ils comprennent, les patients eux-mêmes ne savent pas exprimer le problème, mais on prend le temps de les écouter. Et même si nous ne pouvons pas les aider, parce que ce qu'ils nous présentent n'est pas dans le domaine de notre compétence, ce qu'on fait, on va chercher où on peut les rediriger. Donc, on essaie de vivre ces valeurs-là tous les jours et voilà, ça c'est notre vision. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est là au tableau, mais encore une fois, c'est ça qui représente ce que les participants aux consultations nous ont dit et ce qu'ils pensaient que le bureau de l'Ombudsman pouvait représenter pour eux. Alors, quel est le domaine de notre compétence? L'Ombudsman a l'obligation ou le mandat de recevoir des plaintes des patients qui se plaignent contre les organismes de soins de santé qui sont les hôpitaux publics en Ontario, les foyers de soins de longue durée et aussi les centres d'accès aux soins communautaires. Je sais que les autres conférenciers qui sont passés avant nous ont parlé des changements qui ont été apportés par le projet de loi 41, qui fait que maintenant les centres d'accès aux soins communautaires seront incorporés dans le RLIS. Nous laissons ça comme ça pour l'instant parce que nous savons que la transition est progressive et que ça ne va pas se faire en un jour, mais plus tard, certainement, on va modifier notre diapo pour refléter les changements. Alors, si un patient ou un soignant ou quelqu'un qui représente un patient comme un avocat pense que le patient n'a pas reçu les soins qu'il devait ou l'expérience qu'ils ont reçue dans l'une de ces institutions n'était pas une expérience positive par rapport aux soins ou aux soins de santé qu'ils ont reçus, ils ont le droit de déposer une plainte à notre bureau. Alors, lorsqu'une plainte est déposée, qu'est-ce qui se passe quand nous recevons une plainte? Premièrement,
je vais expliquer un peu le cercle. Il y a 2 cercles que vous voyez. Au centre du cercle, il y a le patient. Et pendant les consultations, une des choses qui est ressortie de ces consultations-là, qui guide notre travail, est que chaque expérience compte. Et c'est pourquoi nous aimerions entendre de votre part que vous nous fassiez part de vos expériences, parce que c'est ça qui va nous aider dans notre travail et nous aider tous, si nous travaillons ensemble, à améliorer le système de santé. Alors, la première chose que nous faisons quand nous avons reçu une plainte, c'est de déterminer d'abord si la personne est venue au bon endroit. Au bon endroit veut dire quoi? Ça veut dire que leur plainte est de notre compétence. Si la plainte est par rapport à un professionnel de la santé ou par rapport à un organisme comme par exemple les maisons de retraite, ça ne relève pas de la compétence de l'ombudsman des patients. On ne pourra pas les aider, mais on peut les rediriger. On détermine aussi que la plainte n'est pas par rapport aux décisions prises par un professionnel de la santé comme un médecin, une infirmière. Donc, ça devrait être par rapport à leur expérience de soins, mais pas nécessairement par rapport aux standards professionnels qui dirigent ou qui guident le travail d'un médecin ou d'un infirmier ou autre professionnel de la santé. Deuxièmement, nous allons nous assurer que le patient ou la personne qui se plaint pour le compte du patient puisse présenter la plainte par écrit. Nous pouvons accommoder les gens qui ont des besoins spéciaux. Si, par exemple, la personne n'est pas à mesure d'écrire sa plainte lui-même, on va la prendre pour eux et on va leur envoyer pour qu'ils lisent et qu'ils puissent déterminer que nous avons capturé ce qu'ils ont dit d'une façon fidèle. Il y a aussi parfois les gens qui ont des problèmes de langue. On a accès au service des interprètes instantanés où on peut les appeler et avoir un interprète en ligne immédiatement pour interpréter dans la langue que la personne a besoin qu'on interprète. Et comme j'avais dit au début, notre personnel est bilingue. On a pour les gens qui reçoivent les plaintes, on a 2 personnels qui sont parfaitement bilingues, et y compris moi-même. Donc, nous sommes 3 dans le bureau sur une équipe de 17 personnes qui pouvons offrir les services en français et en anglais. Et puis, nous allons recevoir la plainte par écrit. En soumettant la plainte, la personne nous donne aussi le consentement pour que nous puissions échanger l'information avec l'organisme de santé qui est impliqué dans la plainte. Ensuite, nous examinons la plainte pour déterminer s'il y a moyen de résoudre cette plainte-là. Quand on parlait des valeurs, il y a une chose que les participants nous avaient dit, ils veulent les quitter. Alors ici, je vais insister, l'ombudsman des patients n'est pas une défenderesse des patients. Elle est une défenderesse de la justice et de l'équité dans le domaine des soins de santé. Alors, en essayant de régler la plainte, nous allons travailler avec les parties en conflit, c'est-à-dire le patient ou le représentant du patient et l'organisme de santé pour arriver à une résolution équitable et raisonnable. Le patient peut venir avec une demande telle que je voudrais que cette infirmière-là soit congédiée, j'aimerais que ce médecin-là soit privé de ses privilèges. On n'a pas cette autorité-là. L'ombudsman des patients peut faire des recommandations, mais elle ne peut pas forcer un organisme à faire quoi que ce soit. Alors, nous travaillons d'une façon collaborative et en utilisant le pouvoir de la persuasion pour que nos recommandations soient acceptées. Et jusque-là, je peux dire que 80% des plaintes que nous avons reçues ont été réglées de cette façon-là, où nous travaillons ensemble avec tout le monde pour arriver à un terrain d'entente qui soit raisonnable et équitable pour tout le monde. Si la plainte ne peut pas être réglée, nous allons réexaminer la plainte pour déterminer si c'est une plainte qui devait aller à l'enquête, et nous allons faire une enquête. Quand nous arrivons au stade de l'enquête, en ce moment-là, la plainte devrait être, l'organisme de santé et le plaignant vont être notifiés formellement que l'ombudsman des patients est en train de commencer une enquête, et en ce moment-là, la procédure d'enquête va commencer. J'aurais dû passer, je pense qu'on est déjà à l'étape ici. Ouais. Alors, si on fait une enquête, en ce moment-là, à la fin de cette enquête-là, les parties qui sont impliqués dans la plainte, que ce soit l'organisme de santé ou le plaignant lui-même, tout le monde sera informé formellement de notre décision finale et des recommandations qui s'en suivent s'il y a lieu qu'on fasse des recommandations. Il se peut qu'à la fin d'une enquête, on n'ait trouvé rien de répréhensible que l'organisme avait fait et il n'y a pas de recommandations à faire. Mais s'il y a des recommandations à faire, on va les partager avec les parties, on va discuter avec l'organisme pour voir comment ces recommandations-là peuvent être mises en œuvre.
Je vais retourner dans le grand cercle pour montrer quelque chose d'autre. Alors, quand nous avons fini l'enquête, donc le dossier est clos et puis on va aussi faire le suivi avec l'organisme pour voir que les recommandations qui ont été acceptées vont être mises en œuvre et que la mise en œuvre sera complétée. Maintenant, le cercle extérieur qui est bleu clair, ce cercle-là représente le pouvoir de l'ombudsman de faire des enquêtes sur sa propre décision, c'est-à-dire ce sont des enquêtes qui n'exigent pas qu'il y ait nécessairement une plainte. Alors, quand nous recevons les plaintes, nous avons un système de saisie de données où nous mettons toute cette information-là. Ce système-là nous permet de faire des rapports, de produire des rapports qui peuvent nous montrer, par exemple, les tendances. Les tendances peuvent être qu'il y a un problème particulier dans un secteur ou dans une région de la province ou qui affecte un certain groupe d'individus. Alors, dans ce moment-là, on peut examiner cette information pour déterminer si, en réalité, est-ce que c'est un problème qui est réellement généralisé ou c'est un problème qui est tout simplement localisé dans une région ou limité à un groupe de gens. Et on va déterminer si on peut faire une enquête. Donc, l'ombudsman des patients peut faire une enquête de sa propre initiative. Ça demande un peu plus de recherche parce qu'on doit réellement déterminer qu'il y a réellement un problème, parce qu'on n'a pas une plainte pour commencer, mais on peut aussi faire une enquête de sa propre initiative par rapport à l'information que vous pouvez nous donner. Quelqu'un peut avoir remarqué quelque chose et vous pouvez apporter cette information à notre attention. Il y a aussi parfois des choses que nous lisons dans les médias, on n'était pas au courant, mais on voit quelque chose dans les médias, on peut faire un peu plus de recherche là-dessus et puis voir si c'est un problème qui est vraiment généralisé. Donc, c'est ça le cercle extérieur. Et la raison de ce cercle-là retourne encore à notre mission initiale telle que les participants au sondage nous ont dit. Beaucoup de gens, quand on leur demandait quel genre de résolution vous voulez, très peu de gens ont parlé de l'argent. Mais beaucoup de gens nous ont dit que ce que nous voulons est que mon expérience puisse compter pour amener des changements positifs dans le système et que quelqu'un d'autre ne puisse pas aller à travers la même expérience que moi j'ai connue. Alors c'est ça le but de ce genre d'enquête que nous pouvons faire pour amener des gros changements au niveau du système en général. Et encore une fois, ça dépendra de quelle collaboration nous pouvons avoir de tous ceux-là qui sont impliqués dans le système de santé. Donc, c'est ça que je disais. Voilà. Donc, notre bureau est composé de spécialistes de règlement de différends et puis les enquêtrices. Bon, je dis enquêtrices parce qu'on est 3 femmes et 3 enquêtrices. Ce n'était pas de la discrimination. Et puis, on a l'équipe de gestion. Et puis, on peut recevoir les plaintes par téléphone, on peut les recevoir par télécopieur. Nous n'encourageons pas les gens à nous envoyer de l'information par courrier électronique parce qu'on ne peut pas s'assurer de la sécurité de cette information. Donc, si vous avez besoin de référer quelqu'un, c'est mieux qu'il nous appelle ou bien qu'il nous contacte par télécopieur. Mais aussi sur notre site web qui est sécuritaire, vous pouvez aussi télécharger le formulaire de plainte, le remplir et le renvoyer directement à travers notre site web. Et aussi, vous pouvez tout simplement l'imprimer et l'envoyer par la poste. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Christine va dire un mot pour clôturer. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer? Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Mwamba et Mme Elliott? Voilà, oui, il faut pas poursuivre toujours les questions. Vous avez mentionné que les plaintes à propos des maisons de retraite ne relèvent pas de l'ombudsman des patients. Oui. Pouvez-vous nous indiquer pour quelles raisons ça ne relève pas de l'ombudsman des patients? Parce qu'il y a des soins de longue durée qui sont donnés dans certaines maisons de retraite. OK. Si la loi qui a créé le rôle de l'ombudsman des patients a donné à l'ombudsman le pouvoir d'enquêter sur les plaintes qui concernent les hôpitaux publics, les foyers de soins de longue durée et les centres d'accès de soins communautaires. Donc, les maisons de retraite n'étaient pas incluses, mais je sais qu'il arrive des fois qu'une personne soit logée dans une maison de retraite, mais qui reçoit, par exemple, des soins ou des services de soins communautaires
au travers des centres d'accès aux soins communautaires. Nous pouvons regarder à cet aspect-là des services qui relèvent de la compétence des centres de soins d'accès communautaire, mais pas à la plainte qui concerne la maison de retraite. Alors, les plaintes concernant la maison, les maisons de retraite, ça relèverait de l'Office de régulation des maisons de retraite qui relève du ministère aux personnes âgées de l'Ontario? Ça dépendrait de la nature de la plainte, parce que je ne pense pas que ce sont des maisons, la plupart sont des maisons privées, c'est des commerces privés. Alors, je ne pense pas qu'il y a en ce moment, s'il y a une question d'abus, par exemple, peut-être le ministère de Santé peut s'impliquer, mais je ne peux pas trop en parler parce que je ne connais pas les détails de ça. Mais je sais que nous, on ne pourra pas regarder à ça. D'accord. Ouais. Alors, moi, je conclus comme citoyenne que s'il y avait une plainte, je réfère d'abord à l'Office de régulation des maisons de retraite. Et si ce n'est pas résolu, au ministère de la Santé des personnes âgées de l'Ontario. Si ce n'est pas résolu, au commissaire, au service en français de l'Ontario. Je suppose que ce seraient les étapes à suivre. Je ne peux pas confirmer cela, mais je peux me renseigner pour voir quelle est la démarche à suivre pour faire une plainte contre une maison de retraite. Et je peux renvoyer la réponse à Jacinthe qui va vous la communiquer. Merci. Oui. Un instant, je vais juste noter pour ne pas oublier. Ouais. OK, merci. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure, j'ai vu que vous avez dit que vous avez ouvert le bureau en juillet 2016 et aujourd'hui, en mai 2017, vous avez eu plus de 1500 plaintes. Je suis curieux de voir quelle sorte de plaintes que vous avez reçues durant cette période. Oui, généralement, la majorité des plaintes qu'on reçoit peut rentrer dans, si je peux dire, 3 catégories. Problème de communication, très gros problème. Généralement, c'était une question de communication. Quand on commence, mais dépendamment de comment la personne a formulé la plainte, quand on commence à essayer d'écouter l'autre partie, on se rend compte que c'était vraiment un problème de communication. Et la plupart du temps, nous passons le temps à aider les gens à naviguer le système. Alors, les communications, c'est un gros problème. Il y a un autre problème de coordination des soins de santé. Quand la personne est en train de transitionner d'une catégorie de soins à une autre catégorie, il y a beaucoup de problèmes là-dessus aussi. Et aussi l'accès aux services d'une façon générale. C'est ça. Et y compris l'accès aux services dans la langue française. Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Juste une question de précision. Je comprends que vous n'avez pas changé l'acétate qui parlait des casques, mais la question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions? Parce que initialement, vous n'avez pas le pouvoir d'enquêter sur les ARLIS. Donc, avec cette transition-là, est-ce que c'est tout naturel que vous gardez le pouvoir d'enquêter sur la portion casse qui va être intégrée, qui n'existe plus? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau des soins à domicile. Oui, cette partie-là n'a pas changé, bien que les centres d'accès aux soins communautaires vont être incorporés dans le ARLIS. La catégorie de services qu'ils offraient demeure toujours dans notre compétence. Ça n'a pas changé. Excellent, merci. Ouais. Ouais. Bonsoir, Sylvie Leclerc des services communautaires de Prescott Russell. Je peux vous dire que votre présentation est très intéressante. Merci. J'avais juste une question très brève. Je voulais savoir, au niveau du rond, l'étape 1 jusqu'à 6, combien de temps ça peut prendre pour adresser une plainte, trouver une solution ou une entente en moyenne? Je sais que ça dépend de la plainte, mais en moyenne, ça représente quoi? Est-ce 1 mois, 6 mois, 1 an? La courte réponse, ça dépend. Mais juste un portrait en moyenne. La réponse plus longue est que ça dépend exactement de la nature de la plainte. Mais quand nous avons commencé à développer notre processus, nous nous sommes renseignés aussi pour voir dans d'autres juridictions, d'autres bureaux semblables, qu'est-ce qu'ils faisaient, combien de temps ils se donnaient et combien de temps ça prenait. Alors, nous nous sommes donné un délai de 60 jours pour pouvoir régler une plainte. Mais nous savons qu'il y a des plaintes qui sont plus complexes, qui vont prendre un peu plus de temps et des plaintes qui vont prendre moins de temps.
Les plaintes qui sont par rapport à la communication, je trouve que celles-là prennent généralement moins de temps à résoudre parce que c'est question de mettre les gens en contact, expliquer qu'est-ce qui doit arriver. Et généralement, si les deux parties sont réceptives, on les met en contact, ils se parlent et puis l'affaire est terminée. Mon dossier peut être fermé par là. Mais les plaintes qui nécessitent beaucoup plus de recherche, parfois nous prennent soit dans les 60 jours et parfois un peu plus. Mais comme on est encore au début, une des choses que nous allons faire, c'est d'imprimer nos rapports et voir en moyenne combien de temps ça prend. Et nous allons peut-être réviser nos délais en fonction de ce que les données vont nous donner. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Claire. Nous espérons que nous vous avons donné d'utiles informations sur notre bureau et notre travail. Nous espérons aussi que vous allez disséminer cette information dans la communauté et assurer votre famille, amis et collègues que nous sommes engagés à promouvoir et demander des services de santé qui sont linguistiquement et culturellement appropriés pour tous les Ontariens. Nous sommes en contact avec M. François Boileau, notre commissaire au service en français, et nous travaillons avec lui et son bureau sur les problèmes concernant l'accès aux services de santé en français. Finalement, si vous connaissez les autres organisations ou individus possédant l'information pertinente sur ce sujet, veuillez, s'il vous plaît, nous le référer et nous serons heureuses de leur parler. C'est important que nous travaillions ensemble. Nous aimerons continuer à maintenir ce contact de façon régulière pour discuter de ces enjeux importants. Marie-Claire et moi vous remercions sincèrement pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Madame Elliott et Madame Mwemba, je vous félicite pour avoir mis sur pied tel organisme, l'Ombudsman pour les patients. Et je vous loue aussi d'avoir fait des consultations à travers l'Ontario pour aller sonder le pouls de la population tant qu'à leurs besoins. Et vous allez représenter leur voix pour influencer les décideurs. Et je pense que les patients vous en sont très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, c'est à moi aussi, à mon tour, de présenter des remerciements à Mme Elliott, Mme Mwemba. Mrs. Elliott, I'm truly impressed. Your French is better than a lot of people that I know, so you're doing a great job. More importantly, thank you for the dedication you're bringing to the job. I was impressed, obviously, by the presentation, but I think your office will make a clear difference in the life of patients. Good job. Madame Mwemba, merci à votre tour. Merci beaucoup. Présentation très claire. And just for both of you, so we know, I will be filing complaints tomorrow on 2 issues, parking and food in hospitals. Thank you. Merci beaucoup. Good job. Cocktail? Alors, ça suffit. Tout le monde a mérité un verre. Je vous invite dans quelle salle? La salle où il y avait, je pense, de l'apéro, puis il y avait de la nourriture tantôt. Alors, merci d'avoir participé. Merci d'être venu. Ceux qui ne sont pas membres, n'oubliez pas de remplir votre carte de membriété, de la laisser avec le personnel. Bonne année, bonne santé en français et à la prochaine. Merci. N'oubliez pas aussi de devenir membre du Conseil sur le vieillissement, un bon organisme.